film. Une source d'inspiration et de divertissement incroyable, avec des milliers de contenus et de thèmes différents, et que pour chaque personne qui regarde un film, leurs films préférés peuvent différer grâce à leur goût. Pour certains films que j'ai connus, je pourrais même dire que c'est des putains de masterclass, sans aucun problème. Mais d'autres, comment dire ça dans le respect? Ben ça pue la merde quoi. Sans se cacher, il y a même des œuvres avec plus de 200 millions d'investissements pour qu'à la fin ce soit de la pure chiasse. Mais on y reviendra après. Vous savez quel genre de film est une pépite universelle pour moi? Quand je vous parle d'aller dans le futur, vous vous imaginez loin avec des voitures volantes, des abeilles qui s'enfilent tout seuls, et un vieux savant fou qui a réussi l'exploit d'aller dans le futur. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter Retour vers le futur. Retour vers le futur est un film qui date de 1985, mais qui éclate encore 90% des productions actuelles. Pourquoi? Parce que ce film, c'est pas juste une histoire de voyage dans le temps avec une DeLorean. C'est un mélange parfait entre scénario bien ficelé, de personnages iconiques, de l'humour maîtrisé et surtout un putain de concept qui fonctionne encore aujourd'hui. On a Marty McFly, c'est littéralement le gars normal qui se retrouve dans une situation pas normale du tout. Et nous avons un deuxième. Vous vous rappelez du vieux savant fou que j'ai cité tout à l'heure? Doc Brown. Ce savant fou, c'est devenu un archétype du cinéma. Combien de persos ont copié son style depuis? Beaucoup trop. Et attends, les musiques. Tu reconnais les premières notes, t'as déjà des frissons. C'est pas juste un film, c'est une expérience. Y a pas un moment où tu t'ennuies. Tout s'enchaîne, y a pas de scène vide, y a pas de dialogue inutile, pas de blabla juste pour remplir 2 heures. Et le plus fou, c'est que les mecs ont réussi à faire 3 films. 3. Et c'est pas les 2 derniers, ils ont pu la merde. Les 3 étaient une pure masterclass. Même le 3e dans le Far West. Imagine ça aujourd'hui, une trilogie où chaque épisode est au minimum très bon. C'est devenu une légende. Que dire? Une masterclass universelle. Même les fans, dont moi, ont toujours voulu un 4e opus. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que les producteurs voulaient recréer un 4e film. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était Marty McFly et Doc Brown. Ils ne voulaient pas de 4e opus. Ils ont signé pour seulement 3, pas un 4e. Et si je vous disais que ce 4e opus existe, une suite du 3, pour terminer la franchise une bonne fois pour toutes? Et ce n'est pas faux, tout le monde peut y accéder. Laissez-moi vous présenter le flop ultime des jeux vidéo. Retour vers le futur, The Game. Rien que le titre, t'as envie d'y croire. Une suite directe, validée par les créateurs, avec une histoire inédite, de nouveaux voyages dans le temps, et même le retour de Doc et Marty. Le rêve, non? Eh ben non. Parce qu'en réalité, ce jeu, c'est comme les tickets à gratter. Tu veux gagner le million, mais quand tu grattes toutes les cases, tu vois qu'il y a que dalle. Et ben c'est ça ce jeu. Graphisme en carton, gameplay ultra mou, QTE partout comme en 2010, dialogue qui s'étire jusqu'à n'en pas en finir, une cinématique géante où tu joues 10% de temps et tu t'ennuies pendant les 90 restantes. Et pourtant, il y avait tout pour réussir. Le studio Telltale aux commandes, à l'époque où il savait encore faire des jeux vidéo, un scénario canon dans l'univers, la voix de Christopher Lloyd, mais au final, un jeu tellement lent que même Pikmin 3 pourrait dépasser. Désolé Pikmin. Ben, c'est pas un bon jeu, je suis désolé. Et pourtant, il y avait tout pour réussir. Et le pire, c'est qu'on nous a vendu ça comme la suite que les fans attendaient. Tu parles, c'est comme si tu t'attendais à un 4e film et qu'on t'envoyait un épisode interactif de France 3. Mais bon, est-ce que ça a sali la trilogie? Pas du tout. Parce que Retour vers le futur, le vrai, restera toujours un monument. Mais bon, mettons de côté les graphismes et les animations rigides et parlons un peu de l'histoire de Retour vers le futur, The Game. Le jeu se passe quelques mois après le 3e film. Marty pense que tout est terminé, jusqu'à qu'une DeLorean vide réapparaissent toutes seules dans une ruelle. Oui, sans conducteur. Problème, Doc Brown a disparu dans le passé. Et comme d'hab, c'est à Marty d'aller chercher et de recoller les morceaux du temps. Sauf que là, ça part en sucette très vite. Doc est coincé en 1931, en pleine époque de la prohibition. Et surprise, il s'est lié d'amitié avec un gangster local, Kid Tannen, le grand fer de bif. Et oui, encore un Tannen. Et le pire, Doc commence à péter un peu un plomb. Il veut changer le passé, quitte à créer un futur totalement déglingué. Résultat, Marty doit empêcher son meilleur pote de devenir le méchant de l'histoire. Mais c'est pas fini. Plus tu avances, plus tu te rends compte que chaque action crée une nouvelle timeline, encore plus foireuse que la précédente. On a même droit à une réalité où Hill Valley est devenue une dictature, dirigée par Edna, l'ex de Doc. Et ouais, les scénaristes sont allés très loin. Et t'as 5 épisodes comme ça, avec Marty qui saute d'une époque à l'autre, pour tenter de tout réparer, pendant que le jeu te balance des tonnes de dialogues. Clique ici, par là, combine ça avec ça. Fatigant. Et même si l'idée est cool sur le papier, l'exécution est, comment dire ça, mid. Le rythme est cassé, l'ambiance de la trilogie est souvent absente. Et t'as plus l'impression de lire une fanfiction. Et t'as plus l'impression de lire une fact-fiction.
Et t'as plus l'impression de lire une fanfiction jouable que de vivre une suite officielle. Mais bon, assez parlé de mon film top 1. Maintenant, on change complètement d'ambiance. Oublie la DeLorean, les années 80 et les savants fous. On entre dans un monde chaotique, sombre, brutal, rempli de sang et de bave, de cris et de couloirs vides flippants. Enfin bref, vous aimez les zombies? Les vraies scènes de panique, les courses-poursuites où tu as pas le temps de cligner des yeux? Alors laissez-moi vous parler de 28 Days Later, ou en bon français, 28 jours plus tard. Et son petit frère, 28 semaines plus tard. Eh ouais, parce que cette saga, c'est pas juste un film de zombies, c'est une leçon de tension, de mise en scène et de fin du monde bien crade. 28 jours plus tard, c'est le premier, sorti en 2002, et franchement, même 20 ans plus tard, il fait toujours le taf. Le pitch est simple, un mec, Jim, se réveille à poil dans un hôpital. Il sort, et là, le néant. Londres est vide, pas un bruit, pas une voiture, pas un chat. On dirait un bug dans la matrice. Sauf que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un délire. Le monde a vrillé pendant qu'il dormait. Un virus, la fureur, ou la rage comme vous voulez, a transformé les gens en bêtes furieuses. Pas de zombies lents à la Roméo, non non non. Là on parle de course-poursuite, dans des ruelles sombres, de course-poursuite même dans des putains de comment ça s'appelle déjà? Dans des courses-poursuites dans des tunnels. Et même les rats sont infectés. Et que dire, ce film, c'est une pépite. Encore une fois, je le rappellerai tous les jours, c'est une pépite. Parce que comme dit tout à l'heure, les zombies, ils te foncent dessus. C'est pas des zombies lents, ils sont venus par Usain Bolt. Mais le pire, c'est pas eux. Le vrai danger, c'est ce que l'humain devient quand il n'y a plus de règles, plus de lois, plus de société. Et c'est là que le film te retourne le cerveau. Parce qu'il te balance une ambiance ultra réaliste, crade, angoissante. Et puis bam, deux choix moraux qui te font dire ok, là, c'est plus un film d'horreur, c'est une expérience psychologique. Pas de jumpscare abusé, pas d'effet numérique à gogo, juste une caméra brute, une bande son glaciale et une descente aux enfers lente mais implacable. Sur le sujet des jumpscares, j'ai un peu menti. Car oui, ils sont un poil abusés. Imagine, tu mets le son à 70%, tu entends presque rien dans le film, et là, un zombie avec la fureur te fonce dessus. Et la première frame où on le voit, c'est 200% dans ta gueule. Tes oreilles explosent. Tu l'as pas vu venir. Et c'est ça qui fait mal, c'est que tu le vois pas et que le jumpscare est trop fort comparé au son du film. C'est le seul détail que je devrais remettre en doute. Mais bon, c'est pas grave, on est en 2002. Au moins, on s'est amélioré sur ça. On a plus ça dans ce genre de film. Et c'est bien. Retournons voir la suite. Et bon, là tu te dis, ils ont fait fort avec le premier. Mais ça va sûrement partir en vrille. Car 90% des suites, ça part en vrille. C'est comme ça dans la cinématographie, non? Eh ben non. 28 semaines plus tard. Sorti en 2007. C'est pas juste une suite, c'est une bombe. On change de décor. Cette fois, on est 6 mois après les événements du premier film. Le virus est éradiqué. Enfin, c'est ce qu'on croit. L'armée américaine débarque à Londres pour faire le grand ménage et ramène des civils. Un quartier sécurisé est créé. Des familles reviennent. Et on croit un renouveau. Gigantesque erreur. Car lorsqu'une petite famille de 2 enfants arrive, c'est là que ça part en vrille. Ils ont perdu leur mère. Allons voir l'histoire. Le père était avec la mère des enfants. Plongé dans Londres, les cris et les zombies. Mais heureusement pour eux, leur enfant était parti en colonie de vacances. Une semaine avant le drame. C'est pas magnifique ça? Malheureusement, seulement le père a pu survivre et en sortir. Et pour se souvenir, les enfants iront faire une énorme erreur. Aller dans leur quartier qui n'est pas encore sécurisé pour aller prendre une seule photo. Dans leur maison, ils retrouvent leur mère, zombifiée mais contrôlant ses pensées de rage. L'armée vient, prend les enfants et prend la mère. Puis la mère est amenée au milieu du centre sécurisé. Comme si c'était pas déjà assez dangereux d'avoir un virus, on la met dans le milieu du camp sécurisé avec des tonnes de civils. Bref, c'est pas si grave, on va dire. Il y a l'armée, ils protègent 24 heures sur 24. Hein? Pas vrai? Pas vrai? Il s'avère que la mère avait une sorte de sang spécial qui permet à celui qui a ce sang de contrôler sa fureur. Mais malheureusement, le père qui avait accès à l'abri où la mère était finit par embrasser sa femme disparue, étant soulagé de la revoir enfin. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais devenir un zombie là, cette merde, c'est juste avec le contact de la salive ou du sang. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Oui, ils se sont embrassés, c'est con. D'un coup, le mari devint fou furieux. Il détruit la femme, il détruit des civils, il transforme des civils. Et là, en moins de 5 minutes, c'est la guerre. Regardez-moi ça. Des explosions de partout, des tirs, des snipers qui tirent sur des civils. Mais non, c'est n'importe quoi. Et tout ça à cause d'une seule personne. Ah. Et à la fin du film, on nous tease que les zombies ont réussi à aller par-delà les frontières. Et ils sont allés à Paris et je ne sais pas quelle autre ville parce que je ne les ai pas en nom. Mais ce n'est pas grave. Ils sont allés de partout en gros. Mais ce qui rend 28 semaines plus tard si puissant, c'est pas juste l'action, c'est l'émotion crue. Le film commence avec une trahison dégueulasse. Abandonne sa femme. Et oui, il avait abandonné. Juste pourquoi? Sauver sa peau. Bon, comportement d'humain. C'est la scène d'ouverture. Ça te met tout de suite dans le temps du film. Personne n'est à l'abri. Et tout au long du film, t'as cette ambiance de paranoïa, de panique totale. Les infectés sont
flippants. Mais les vrais monstres, c'est la peur humaine. Les militaires deviennent fous, les ordres partent en vrille, les civils se font tirer dessus sans pitié, le plan de contrôle se transforme en génocide déguisé. Et la fin, pas de happy ending, pas de héros qui sauve tout le monde, juste un message clair. Le virus est toujours là et il va continuer à détruire. Tu ressors du film avec les tripes retournées et t'en veux encore. Et pour le troisième, 28 ans plus tard, sachant qu'il est sorti il y a moins d'1 mois, je préfère vous le garder en surprise. Et surtout parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais entre nous, dès que j'ai un français, je ferai un événement spécial pour le regarder entre nous sur mon Discord. Donc si vous voulez regarder cette suite, rejoignez mon Discord, activez les notifications et attendez juste une seule chose, que le film commence. Pas tout le monde de bons films d'ailleurs, vous savez ça? Eh bien parlons de l'histoire que Squeezie a racontée. Un milliardaire chinois, John Jiang, qui voulait monter un blockbuster japonais à 150 millions façon Avatar marin, l'empire des profondeurs. Oui, un truc avec des sirènes, des tritons sur des crabes géants. Tout un délire aquatique. Sauf que le film n'a jamais existé. Il est resté sur le papier. Enfin, sur le papier. Plutôt toujours en production. Car le milliardaire chinois a fini son film, mais le reporte toujours plus loin. Et que juste un truc ne va pas. Le script, eh bien, ça ne suffit pas. Pourtant, le budget était fou. Près de 200 millions. Mais tout tombe à l'eau. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui disent à sur classe aussi? Certains animés. Et je vais en parler maintenant en fait. Hein? Eh bien, en fait, ces animés, c'est vraiment... Ne t'abonne pas et ne like pas cette vidéo. Rejoins le Discord, on est toujours actif. Il y a toujours des membres vocaux, des événements tous les week-ends et l'annonce de mes lives sur Twitch. Sur ce les mecs, j'ai envie de dire une chose. À lundi prochain et ciao.